Ma sœur a annoncé ma faillite lors d'une réunion de famille, mais elle ne savait pas que ce samedi matin-là, j'avais acheté la maison de vacances de ses rêves. La vengeance a été douce. Je m'appelle Morgan Reynolds, j'ai 35 ans, et j'étais debout dans le jardin de mes parents, regardant ma sœur Nathalie rassembler tout le monde pour faire son grand discours. Ce ne bien connu dans mon estomac se serrait encore une fois en voyant son sourire plein d'arrogance. Cela faisait 20 ans qu'on se battait comme des rivales, et elle trouvait encore des moyens de me blesser. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au moment même où elle s'apprêtait à m'humilier devant tout le monde, j'avais dans ma poche les clés de la maison de ses rêves, située au bord d'un lac. Parfois, se venger ne veut pas dire tout détruire. Parfois, ça veut juste dire apprendre à quelqu'un une leçon qu'il n'oubliera jamais. Avant de vous raconter comment j'ai retourné la cruauté de ma sœur contre elle-même, dites-moi en commentaire depuis où vous lisez cette histoire. Et abonnez-vous si vous avez déjà eu à faire face à un membre toxique de votre famille. Grandir comme la petite sœur de Nathalie Reynolds, c'était comme vivre en permanence dans son ombre. Depuis le jour où je suis né, j'ai eu l'impression que mon existence était une compétition à laquelle je ne m'étais jamais inscrite. Nathalie a 2 ans de plus que moi. Et depuis aussi loin que je me souvienne, elle a toujours tout fait pour me faire de l'ombre. Notre maison d'enfance, en banlieue dans le Connecticut, était confortable, sans être luxueuse. Papa travaillait comme ingénieur et maman était institutrice en école primaire. Ils nous ont élevés avec des valeurs solides de la classe moyenne. Travaille dur, économise ton argent, sois gentil avec les autres. Mais d'une façon ou d'une autre, ces leçons ont eu un effet très différent sur nous deux. Moi, j'ai toujours été la fille sérieuse. Quand les autres ados dépensaient l'argent de leur babysitting en maquillage ou en vêtements à la mode, moi je le mettais de côté pour l'université. Ma chambre était bien rangée, mes notes excellentes, et j'avais un plan de vie sur 5 ans, même avant d'entrer au lycée. Rien de spectaculaire, mais j'étais constante et déterminée. Nathalie, par contre, avait déjà des goûts de luxe très jeunes. Elle voulait des vêtements de marque, des vacances exotiques, et être admirée. Là où je voyais de la valeur dans le travail et le fait de savoir attendre, Nathalie ne se souciait que de l'apparence et du statut immédiat. Petite, elle n'était pas forcément méchante, mais elle manquait de confiance en elle et voulait toujours attirer l'attention. La première fois que je me souviens qu'elle a pris le mérite de mon travail, c'était en CM1. J'avais passé des semaines sur un projet de science à propos des écosystèmes, en fabriquant un terrarium très détaillé, que ma prof avait même jugé du niveau universitaire. Mais le soir de la réunion parents-professeurs, j'ai entendu Nathalie dire à ses copines qu'elle m'avait aidé à faire toutes les parties difficiles, parce que je ne comprenais rien à la science. J'étais blessé, mais je n'ai rien dit. Et ça a continué comme ça. Elle prenait, et moi je me taisais. Au lycée, cette dynamique était déjà bien installée. Nathalie trouvait toujours un moyen de rabaisser mes réussites ou de se les approprier. Quand j'ai été accepté à Cornell avec une bourse partielle, Nathalie a raconté à toute la famille élargie que c'était elle qui m'avait coaché pendant tout le processus de candidature. Quand j'ai eu mon diplôme avec mention en gestion d'entreprise, elle a réussi à faire croire que je n'avais fait que suivre ses traces, alors qu'elle avait quitté la fac communautaire après un seul semestre. Nos parents ne voyaient pas clairement ce qui se passait. Papa me disait gentiment de ne pas être si sensible. Maman, elle, insistait sur le fait que Nathalie s'exprimait différemment. Ils nous aimaient toutes les deux, c'est sûr, mais ils avaient laissé Nathalie agir comme ça pendant des années. Sans vraiment l'arrêter, sûrement parce qu'il était plus facile de céder que de la confronter. Après l'université, j'ai monté mon entreprise de e-commerce toute seule. J'ai trouvé une niche dans les produits durables pour la maison. Je travaillais 16 heures par jour, créant des liens avec des fabricants éthiques. Les 2 premières années ont été vraiment dures. Je vivais avec des nouilles instantanées dans un tout petit studio. Je réinvestissais chaque centime dans mon entreprise. Pendant ce temps, Nathalie passait d'un petit boulot à l'autre. Elle démissionnait dès que le travail devenait trop difficile, ou quand elle trouvait qu'il n'était pas à son niveau. Puis, mon entreprise a commencé à décoller. Au bout de 3 ans, j'avais 10 employés et mes revenus avaient triplé. À la 5e année, j'ai été mise en avant dans le magazine Entrepreneur, comme l'une des femmes de moins de 30 ans à suivre. Et tout à coup, Nathalie disait à tout le monde qu'elle avait toujours cru en moi. Elle racontait même que c'était elle qui m'avait donné la confiance pour réussir. Dans les réunions de famille, elle se présentait comme ma plus grande supportrice, et aussi comme ma conseillère d'affaires non officielle. J'ai appris à choisir mes batailles et à garder ma vie privée vraiment privée, pendant que Nathalie louait un appartement de luxe qu'elle pouvait à peine se permettre, et changeait de BMW tous les 2 ans. Moi, je vivais simplement dans une petite maison mitoyenne confortable, et je gardais ma vieille Honda jusqu'à ce qu'elle tombe définitivement en panne. J'ai mis de l'argent de côté pour ma retraite,
constitué un fonds d'urgence, et j'ai bâti une vraie sécurité financière. Mais Nathalie croyait que je ne savais pas gérer l'argent. En réalité, j'étais juste stratégique. Il y a 3 ans, pendant des vacances familiales au bord du lac Winnipesaukee, dans le New Hampshire, Nathalie est tombée amoureuse d'une maison incroyable, juste au bord du lac. Il y avait un quai privé et une vue magnifique. C'était une grande maison de vacances avec 5 chambres, en vente à 1,2 million de dollars. Largement hors de sa portée. Mais malgré ça, elle a passé toutes les vacances à parler de sa future maison au bord du lac. Elle prenait des photos de chaque pièce pendant la visite libre, et elle faisait des plans pour y organiser des réunions familiales. Depuis ce moment-là, à chaque événement de famille, elle se plaignait que quelqu'un d'autre ait acheté la maison de ses rêves. Alors qu'en vrai, elle n'avait jamais eu les moyens de la considérer sérieusement. Ce que personne ne savait dans la famille, c'est que mon entreprise avait traversé un coup dur. Il y a 6 mois, un de mes fournisseurs principaux a fait faillite. Ce qui m'a laissé avec des milliers d'euros de commandes non livrées et des clients très énervés. En plus, un changement d'algorithme sur une grande plateforme en ligne a fait chuter ma visibilité d'un coup. C'était une vraie tempête. Même si je savais que ce n'était que temporaire. Ça a sérieusement impacté ma trésorerie. J'ai dû demander un prêt professionnel à court terme pour tenir le coup. Nathalie a fini par apprendre mes problèmes d'argent. Probablement en fouillant dans mes papiers pendant une visite chez moi. Je l'avais déjà surprise une fois en train de fouiller dans mon courrier, mais je n'y avais pas trop fait attention. J'aurais dû. Puis, le mois dernier, complètement par hasard, la maison du lac Winnipesaukee, la fameuse maison de rêve de Nathalie, est revenue sur le marché. Le propriétaire divorçait, et le prix avait été réduit. Dès que j'ai vu l'annonce, une idée a commencé à germer dans ma tête. C'était risqué, peut-être mesquin, mais quelque chose en moi a été piqué. J'ai contacté l'agence immobilière, et j'ai appris que les propriétaires voulaient vendre vite. Ils étaient prêts à accepter 950 000 dollars, alors que la maison valait beaucoup plus. J'ai passé 3 nuits sans dormir, à faire les calculs, à parler avec mon conseiller financier, et à peser les conséquences. Finalement, j'ai décidé de vendre une bonne partie de mes économies d'urgence et de mes placements. J'ai créé une société à responsabilité limitée, LLC, pour ne pas que mon nom apparaisse dans les documents publics. Et j'ai fait une offre au comptant. Le temps était très serré. La signature était prévue le samedi matin de notre réunion de famille annuelle. Une partie de moi se demandait si je ne faisais pas une énorme bêtise. Autant sur le plan financier qu'éthique. J'étais en train de dépenser tout l'argent que j'avais mis des années à gagner. Juste pour apprendre une leçon à ma sœur? Où était-ce enfin ma chance de fixer les limites que j'aurais dû poser depuis longtemps? Pendant que je signais les premiers papiers, je me répétais en boucle. Ce n'est pas une vengeance. C'est me défendre après toutes ces années à laisser Nathalie tout faire sans rien dire. Mais malgré mes efforts, une petite voix en moi se demandait si je n'étais pas en train de devenir comme elle. Quelqu'un qui utilise l'argent comme une arme. La réunion de famille des Reynolds est une tradition qui existait avant même ma naissance. Chaque été, tantes, oncles, cousins, grands-parents, tout le monde débarque dans le grand jardin de mes parents pour passer une journée de retrouvailles. Autour de la nourriture, des blagues, et parfois du drame familial. D'habitude, j'attendais ce jour avec impatience. C'était l'occasion de revoir mes cousins préférés et de montrer mes nouveaux projets. Mais cette année, c'était différent. En arrivant dans l'allée des parents, j'avais l'estomac noué par l'anxiété. Mes problèmes d'entreprise n'étaient pas catastrophiques, mais je n'avais pas envie d'en parler. J'avais dû temporairement licencier 3 employés et ralentir les opérations. Le temps de remettre en place ma chaîne d'approvisionnement. Mais pour quelqu'un comme Nathalie, qui comprend les affaires aussi bien que la physique quantique, mes soucis ressembleraient sûrement à un échec total. J'ai regardé mon téléphone encore une fois avant de sortir de la voiture. Toujours aucun message de l'agent immobilier concernant la signature. J'ai pris une grande inspiration, attrapé les apéros faits maison sur le siège passager. Et je suis sorti. Il fallait garder les apparences aujourd'hui. Morgane, enfin te voilà. Ma mère traversait la pelouse pour venir me saluer, sa robe d'été fleurie flottant dans le vent. Elle m'a prise dans ses bras. Elle sentait son parfum habituel, et la crème solaire. Tout le monde est déjà là. Même ta cousine Gilles est venue. C'est elle qui a amené le vin cette année. Comme chaque mois de juillet, le jardin avait été transformé. Des tables pliantes blanches en forme de U, des ballons rouges et bleus attachés aux chaises. Et le barbecue adoré de papa qui fumait dans un coin. Il y avait au moins 40 membres de la famille, avec des verres en plastique dans les mains. Et des assiettes en carton qu'ils essayaient de ne pas faire tomber. En allant de la table de nourriture aux différents groupes de conversation.
Où est Nathalie? Ai-je demandé, en essayant de paraître détendu, tout en posant mes apéritifs sur la table déjà bien remplie. Le visage de maman a légèrement changé d'expression. Oh, elle est quelque part, sûrement à l'intérieur avec tante Patricia. Elle est mystérieuse depuis ce matin. Elle dit qu'elle a une grande annonce à faire. Les signaux d'alarme dans ma tête se sont mis à clignoter encore plus fort. Maman a vu ma tête et a ajouté vite. Je suis sûr que ce n'est rien. Tu sais comme elle aime le drama. Peut-être qu'elle a enfin eu sa promotion au magasin. J'ai hoché la tête et fait un faux sourire. Oui, sûrement. Puis, le mois dernier, complètement par hasard, la maison du lac Winnipesaukee, la fameuse maison de rêve de Nathalie, est revenue sur le marché. Le propriétaire divorçait, et le prix avait été réduit. Dès que j'ai vu l'annonce, une idée a commencé à germer dans ma tête. C'était risqué, peut-être mesquin, mais quelque chose en moi a été piqué. J'ai contacté l'agence immobilière, et j'ai appris que les propriétaires voulaient vendre vite. Ils étaient prêts à accepter 950 000 $, alors que la maison valait beaucoup plus. J'ai passé 3 nuits sans dormir, à faire les calculs, à parler avec mon conseiller financier, et à peser les conséquences. Finalement, j'ai décidé de vendre une bonne partie de mes économies d'urgence et de mes placements. J'ai créé une société à responsabilité limitée, LLC, pour ne pas que mon nom apparaisse dans les documents publics. Et j'ai fait une offre au comptant. Le temps était très serré. La signature était prévue le samedi matin de notre réunion de famille annuelle. Une partie de moi se demandait si je ne faisais pas une énorme bêtise. Autant sur le plan financier qu'éthique. J'étais en train de dépenser tout l'argent que j'avais mis des années à gagner. Juste pour apprendre une leçon à ma sœur? Où était-ce enfin ma chance de fixer les limites que j'aurais dû poser depuis longtemps? Pendant que je signais les premiers papiers, je me répétais en boucle. Ce n'est pas une vengeance. C'est me défendre après toutes ces années à laisser Nathalie tout faire sans rien dire. Mais malgré mes efforts, une petite voix en moi se demandait si je n'étais pas en train de devenir comme elle. Quelqu'un qui utilise l'argent comme une arme. La réunion de famille des Reynolds est une tradition qui existait avant même ma naissance. Chaque été, tantes, oncles, cousins, grands-parents, tout le monde débarque dans le grand jardin de mes parents pour passer une journée de retrouvailles. Autour de la nourriture, des blagues, et parfois du drame familial. D'habitude, j'attendais ce jour avec impatience. C'était l'occasion de revoir mes cousins préférés et de montrer mes nouveaux projets. Mais cette année, c'était différent. En arrivant dans l'allée des parents, j'avais l'estomac noué par l'anxiété. Mes problèmes d'entreprise n'étaient pas catastrophiques, mais je n'avais pas envie d'en parler. J'avais dû temporairement licencier 3 employés et ralentir les opérations. Le temps de remettre en place ma chaîne d'approvisionnement. Mais pour quelqu'un comme Nathalie, qui comprend les affaires aussi bien que la physique quantique, mes soucis ressembleraient sûrement à un échec total. J'ai regardé mon téléphone encore une fois avant de sortir de la voiture. Toujours aucun message de l'agent immobilier concernant la signature. J'ai pris une grande inspiration, attrapé les apéros faits maison sur le siège passager. Et je suis sorti. Il fallait garder les apparences aujourd'hui. Morgane, enfin te voilà. Ma mère traversait la pelouse pour venir me saluer, sa robe d'été fleurie flottant dans le vent. Elle m'a prise dans ses bras. Elle sentait son parfum habituel, et la crème solaire. Tout le monde est déjà là. Même ta cousine Gilles est venue. C'est elle qui a amené le vin cette année. Comme chaque mois de juillet, le jardin avait été transformé. Des tables pliantes blanches en forme de U, des ballons rouges et bleus attachés aux chaises. Et le barbecue adoré de papa qui fumait dans un coin. Il y avait au moins 40 membres de la famille, avec des verres en plastique dans les mains. Et des assiettes en carton qu'ils essayaient de ne pas faire tomber. En allant de la table de nourriture aux différents groupes de conversation. Où est Nathalie? Ai-je demandé, en essayant de paraître détendu, tout en posant mes apéritifs sur la table déjà bien remplie. Le visage de maman a légèrement changé d'expression. Oh, elle est quelque part, sûrement à l'intérieur avec tante Patricia. Elle est mystérieuse depuis ce matin. Elle dit qu'elle a une grande annonce à faire. Les signaux d'alarme dans ma tête se sont mis à clignoter encore plus fort. Maman a vu ma tête et a ajouté vite. Je suis sûr que ce n'est rien. Tu sais comme elle aime le drama. Peut-être qu'elle a enfin eu sa promotion au magasin. J'ai hoché la tête et fait un faux sourire. Oui, sûrement. J'ai trouvé l'oncle Robert près de la table des desserts. Il était en train de savourer méthodiquement une part du fameux gâteau aux myrtilles de maman. Il avait toujours été mon oncle préféré, un homme calme, observateur, qui voyait clair dans les dynamiques familiales comme s'il avait une vision à rayon X. Ta sœur est en mission aujourd'hui, a-t-il dit en me voyant approcher.
Ce n'était pas une question. On dirait bien, ai-je répondu en attrapant un brownie sur le plateau. Tu sais ce que c'est, son fameux discours. Il m'a lancé un regard complice. Rien de bon, vu à quel point elle passe son temps à chuchoter. Mais je vais te dire un truc que j'ai appris en 40 ans de mariage avec ta tante Linda. Les gens qui ont besoin de rabaisser les autres marchent souvent sur un sol très instable. Je lui ai souri, touché. Je sais que tu as raison. J'aimerais juste. Un bruit aigu de métal contre un verre nous a interrompus. On s'est retourné et on a vu Nathalie debout au bout de la table, rayonnante, tenant une cuillère en argent. Tout le monde, vous pouvez m'écouter s'il vous plaît? J'ai quelque chose d'important à dire. Le jardin s'est figé. Tous les regards se sont tournés vers elle. Elle se tenait bien droite, l'air sérieux. Une vraie comédienne. Mon cœur battait à toute vitesse. Je savais ce qui allait venir. Mais je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Avant tout, je veux remercier maman et papa pour avoir organisé une autre merveilleuse réunion de famille, a commencé Nathalie, levant son verre vers eux. Ils lui ont souri, complètement inconscients de ce qui allait se passer. La famille, c'est tout pour moi. C'est pour ça que je pense que c'est important de partager. Quand l'un d'entre nous traverse une période difficile. Elle a marqué une pause dramatique, en me regardant directement dans les yeux à travers la foule. Son visage se voulait plein de fausse compassion, et ça m'a donné la nausée. Je suis sûr que vous avez tous remarqué que notre chère Morgane est différente aujourd'hui. Plus discrète que d'habitude. Des murmures d'accord ont commencé à circuler. Eh bien, je pense qu'il est temps d'aborder l'éléphant dans la pièce. Parce que Morgane a besoin de notre soutien en ce moment. J'ai serré ma serviette sous la table. Mes jointures sont devenues blanches. Emma, assise pas loin, m'a lancé un regard inquiet. Ça me brise le cœur de vous dire ça, a continué Nathalie. Sa voix tremblant d'une émotion complètement fausse. Mais l'entreprise de Morgane a fait faillite. Elle a déclaré la banqueroute. Le gasp collectif de la famille était exactement ce qu'elle espérait. Des visages choqués se sont tournés vers moi. Certains pleins d'inquiétude réelle, d'autres juste curieux, à peine dissimulés. Le mot banqueroute flottait dans l'air comme un poison. J'ai vu les papiers la semaine dernière, a-t-elle ajouté, en oubliant bien sûr de dire comment elle les avait trouvés. Elle a perdu tout son stock, son entrepôt, même ses comptes pro. La banque est en train de vérifier ses biens personnels. Ma mère a mis sa main devant sa bouche. Morgane, ma chérie. C'est vrai. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Avant que je puisse répondre, Nathalie a repris. Elle avait trop honte, maman. Tu sais à quel point elle a toujours été fière de sa petite entreprise. Mais on est une famille. Pas de secret, pas de honte ici. Le coup final. Elle jouait la sœur bienveillante pendant qu'elle réduisait à néant 10 ans de mon travail. Elle faisait passer mon entreprise pour un petit projet. Et elle violait ma vie privée devant tout le monde. En fait, ai-je commencé? Mais Nathalie n'en avait pas fini. Je lui ai déjà dit qu'elle pouvait venir vivre chez moi le temps de se remettre. J'ai aussi contacté quelques personnes pour des opportunités de travail. Ça lui ferait peut-être du bien de travailler pour quelqu'un d'autre, un peu plus de stabilité, moins de pression. Un souvenir m'est revenu comme une claque. 3 ans plus tôt, Nathalie avait été virée de l'un de ses nombreux jobs. Je lui avais proposé un poste dans le service client de ma boîte. Elle avait rigolé et m'avait dit qu'il était hors de question qu'elle travaille pour sa petite sœur. Et maintenant, cette même sœur me ridiculisait publiquement en se faisant passer pour ma sauveuse. Papa s'est levé, le visage rouge d'inquiétude. Morgane, pourquoi on la prend maintenant? On aurait pu t'aider. Tous les regards étaient tournés vers moi. La vérité était simple. Je n'étais pas en banqueroute. Oui, mon entreprise avait eu des problèmes de trésorerie. Mais on était en train de s'en sortir. J'avais trouvé un nouveau fournisseur encore meilleur. Et mon équipe avait développé une nouvelle stratégie marketing pour contourner les problèmes d'algorithme. Mais si j'expliquais tout ça maintenant, ça sonnerait comme des excuses. Comme si j'essayais de me défendre en catastrophe. Alors j'ai pris une grande respiration. Merci de votre inquiétude, tout le monde. Mais Nathalie n'a pas tous les éléments. Mon entreprise traverse une restructuration, c'est vrai. Mais on est très loin de la faillite. Je gère la situation. J'ai gardé ma voix calme, tout en regardant Nathalie droit dans les yeux. Son sourire a vacillé un instant. Mais elle s'est vite reprise. Oh Morgane, pas besoin de faire semblant. J'ai vu les papiers. La faillite chapitre 11, c'est pas un truc qu'on peut ignorer comme ça. Le fait qu'elle mentionne spécifiquement le chapitre 11 et pas le chapitre 7 était clairement fait pour paraître crédible. Plusieurs membres de la famille ont hoché la tête,
convaincu par ce détail précis, plutôt que par mon démenti plus vague. Peut-être qu'on devrait parler de tout ça en privé, ai-je suggéré. On est tous une famille ici, a répliqué Nathalie en ouvrant grand les bras. Y a pas de honte à avoir. L'échec fait partie de la vie. Même si certains d'entre nous t'avaient averti de ne pas grandir trop vite. Elle ne m'avait jamais rien conseillé. Jamais. En fait, elle m'avait toujours critiqué pour être trop prudente dans ma croissance. Cette façon de réécrire l'histoire en direct me rendait folle. Je me suis levé doucement, j'ai murmuré que je m'excusais. Et je suis rentré dans la maison, sentant des dizaines de regards dans mon dos. Dans le calme frais de la cuisine de mes parents. Je me suis appuyé contre le plan de travail et j'ai respiré profondément plusieurs fois. Mon téléphone a vibré. Un message de texte d'Emma. Tu veux que je renverse du vin par accident sur sa robe de créateur. Malgré tout, j'ai souri. Puis un autre message est arrivé, cette fois de l'agent immobilier, avec une pièce jointe. Contrat final à revoir avant la signature de demain. L'oncle Robert est apparu dans l'encadrement de la porte. Ses yeux bienveillants remplis d'inquiétude. Ta sœur, c'est une vraie actrice, dit-il en fermant doucement la porte derrière lui. Elle a vraiment un talent pour le drame. Je suis d'accord, ai-je dit en rangeant mon téléphone. Il s'est assis sur l'une des chaises de la cuisine et m'a fait signe de m'asseoir aussi. Tu sais, je vous ai toujours observé, toi et Nathalie, depuis que vous êtes petite. Nathalie a toujours été le pan brillante, bruyante. Mais toi, Morgane, tu es la chouette. Silencieuse, observatrice, bien plus maligne que les gens ne le pensent. J'ai souri faiblement. Pas assez maligne pour éviter ce piège, apparemment. Je ne crois pas une seconde que tu sois en faillite, a-t-il dit fermement. Mais même si c'était le cas, et alors? Tu crois que ça changerait quelque chose pour nous? Tu crois que quelqu'un ici t'aimerait moins? Ce n'est pas ton succès qui fait ta valeur dans cette famille. Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi. Pendant des années, je m'étais défini en opposition à Nathalie. Elle était extravagante, alors je restais discrète. Elle était impulsive, alors je devenais stratégique. Peut-être que j'étais tellement concentré sur ne pas être comme elle, que j'en avais oublié d'être vraiment moi-même. Merci, ai-je murmuré. Ça compte beaucoup pour moi. Alors, c'est quoi ton plan? Demanda-t-il, les yeux brillants. Parce que je connais Morgane Reynolds, et je sais qu'elle a un plan. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. J'en ai un. Et il se met en place demain matin. Parfait, dit-il en se levant. Alors retournons dehors avant que ta mère ne lance une collecte de fonds pour ta fausse faillite. Nous sommes retournés dans le jardin. Nathalie était toujours là, en train de raconter ses généreux plans pour m'aider à reconstruire ma vie. Je me suis assise, j'ai pris un morceau de gâteau, et j'ai laissé ces mots me glisser dessus. Demain arrivait bientôt. Le reste de la fête a été comme une longue torture. Ce qui devait être un moment joyeux était devenu une sorte d'intervention publique sur la faillite de Morgane. Des membres de la famille à qui je n'avais pas parlé depuis des années se transformaient en conseillers financiers bénévoles, me glissant des cartes de visite pour des jobs de débutante, ou me racontant comment un de leurs amis s'était remis d'une ruine totale. Tante Diane m'a acculé à côté de la table de limonade. Tu as pensé au marketing multiniveau? La fille de ma voisine gagne 6 chiffres en vendant des huiles essentielles. Elle m'a mis un flyer dans la main avant même que je puisse dire un mot. Puis le cousin Greg, qui avait échoué dans 3 entreprises, s'est proposé pour analyser mes finances. Et me montrer où j'avais merdé, selon ses mots. L'ironie ne lui a même pas effleuré l'esprit. L'oncle Steven, lui, m'a détaillé comment fonctionnaient les aides au chômage. En parlant lentement, comme si je ne pouvais pas comprendre les concepts de base de l'assistance sociale. Et pendant tout ça, Nathalie flottait dans la fête, alternant entre des regards de fausse compassion quand elle était près de moi, et des sourires de victoire mal dissimulés quand elle croyait que je ne la voyais pas. Elle s'était positionnée comme la grande sœur sage. Celle qui dit les choses difficiles et sauve sa pauvre petite sœur. Un numéro de manipulation parfait, qui la faisait passer pour mature, réussie et généreuse. Morgane, j'ai pensé à ta garde-robe, dit-elle à haute voix alors que plusieurs tantes écoutaient. Quand tu emménageras chez moi, on pourra revoir tout ça. J'ai quelques tenues pro qui seraient parfaites pour tes entretiens. La suggestion que j'aurais besoin de ces vêtements de seconde main, alors que ma garde-robe était d'excellente qualité, même si plus discrète, était volontairement humiliante. J'ai souri poliment et je me suis excusé. Mes parents, pour leur part, ne savaient plus quoi croire. Maman continuait de me proposer des portions supplémentaires de nourriture, comme si j'étais soudainement devenu mal nourri.
Papa, lui, m'a discrètement dit que son plan retraite était solide. Au cas où il fallait de l'argent. Leur inquiétude était sincère. Mais le fait qu'ils aient cru Nathalie sans vérifier avec moi, ça m'a presque autant blessé que sa trahison. Alors que la soirée avançait et que les torchers de jardin s'allumaient, je me suis retrouvé seul sur l'ancienne balançoire en bois, tout au fond du jardin. C'était l'endroit où je me réfugiais déjà enfant, quand Nathalie me blessait trop. Certains schémas ne changent jamais. Je peux m'asseoir avec toi. J'ai levé les yeux. C'était Emma, avec 2 verres de vin à la main. Je me suis décalé, elle s'est assise à côté de moi. Tu te souviens à Noël, quand on avait 9 ans, et que Nathalie avait dit à tout le monde que tu faisais encore pipi au lit. J'ai gémi en me rappelant. Elle avait raconté ça à tous les adultes. Et pendant une semaine entière, ils vérifiaient tous les matins si mes draps étaient secs. Et tu te souviens de ce qui s'est passé l'été d'après? Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Elle a eu de l'herbe à puce en construisant sa cabane secrète. Parce que j'avais juste dit que les plantes à 3 feuilles, faut se méfier point. Emma a levé son verre vers le mien. Tu as toujours été celle qui joue sur le long terme, Morgane. C'est pour ça que je ne suis pas inquiète pour toi. Mon téléphone a vibré. Un appel entrant. Le nom de Nathalie s'est affiché. Tiens, qui voilà? Ai-je murmuré en rejetant l'appel. Quelques secondes plus tard, je l'ai vue apparaître au bord de la pelouse. Elle marchait droit vers nous. Emma a chuchoté. Attention, le drame arrive à 3 heures. Puis elle s'est levée, m'a serré le bras en signe de soutien, et est partie. Nathalie s'est assise à côté de moi sur la vieille balançoire. Sa robe de créateur détonnait totalement dans ce coin rustique du jardin. De près, je pouvais voir la tension sous son maquillage parfait. De petites rides autour des yeux, un sourire un peu trop figé. Tu m'évites? Dit-elle d'un ton faussement blessé. Tu me reproches ça? Ai-je répondu doucement. Ne sois pas si susceptible, Morgane. J'ai juste été honnête avec la famille. Ils méritaient de savoir. Je me suis tourné vers elle et je l'ai regardée droit dans les yeux. Savoir quoi, exactement? Que tu as fouillé dans mes papiers personnels, que tu as mal compris ce que tu as vu, et que tu as décidé d'annoncer tes conclusions à toute la famille sans même m'en parler avant? C'est ça, ta définition de l'honnêteté. Ses yeux se sont légèrement plissés. J'ai vu les formulaires de faillite, Morgane. Arrête de faire semblant. Ce que tu as vu, c'était des documents de prévention, préparés par mon avocat au cas où la restructuration échouait. Mais ils n'ont jamais été déposés. Mon entreprise a eu un coup dur, pas un échec. Pendant un court instant, j'ai vu le doute passer dans ses yeux. Mais elle s'est vite reprise. Bon, la famille devait savoir, de toute façon. Je fais ça pour t'aider. Pour m'aider, ou pour profiter du plaisir de me voir humilié pendant que tu jouais à la grande sœur généreuse. Elle n'a rien répondu. Son silence était une réponse. Je parlais maintenant plus calmement. Nathalie, il faut qu'on parle de ce qui se passe entre nous. Ce schéma, cette rivalité, ça dure depuis qu'on est enfant. Et j'ai laissé faire, en restant toujours silencieuse. Mais ça s'arrête aujourd'hui. Elle regardait le lac, évitant mes yeux. Quel schéma? Tu es celle qui a toujours tout réussi, l'intelligente, la responsable, la femme d'affaires. Tu sais ce que c'est, vivre dans ton ombre. L'ironie de ces mots m'a presque fait rire. Dans mon ombre, Nathalie, tu as passé ta vie adulte à te faire passer pour plus réussie que moi. Tu t'es attribué mes réussites, tu as fait passer mon entreprise pour un petit projet. Et tu t'es affiché avec des trucs hors de prix juste pour impressionner les gens. Ce n'est pas vrai, protesta-t-elle. Mais même elle ne semblait pas y croire. Son visage montrait qu'elle se rendait compte. Regarde ce que tu as fait hier, ai-je dit. Tu avais toutes les chances de venir me parler en privé. Mais tu as choisi de me détruire en public, devant toute la famille. Pourquoi? Elle regardait ses ongles, soudainement silencieuse. Puis elle a murmuré. Parce que je suis en train de couler, Morgane. Mes cartes de crédit sont pleines. Je suis en retard de 3 mois sur ma voiture. Au travail, on me surveille parce que mes ventes sont en chute libre. Rien ne va dans ma vie. Et quand j'ai vu ces papiers, je me suis dit, enfin quelque chose où je suis meilleur que toi. Son aveu brut est resté suspendu dans l'air. C'était peut-être la chose la plus honnête qu'elle m'ait dite depuis des années. Merci de me le dire, ai-je répondu doucement. Mais, pourquoi tu ne m'as pas demandé de l'aide? Parce que c'est moi la grande sœur, dit-elle presque en larmes. Je suis censée avoir tout compris, tout réussir. Comment j'aurais pu admettre que ma petite sœur dirige une vraie boîte? Pendant que moi, à 37 ans,
Je plie encore des pulls dans un grand magasin. Je me suis rassise à côté d'elle. Nathalie, le succès, ce n'est pas juste des chiffres, des diplômes ou de l'argent. Et surtout, ce n'est pas un concours entre sœurs. Facile à dire pour toi, qui es en train de gagner, murmura-t-elle. Mais ce n'était pas méchant. Je bosse 70 heures par semaine, Nathalie. Je n'ai pas pris de vraies vacances depuis 5 ans. Ma dernière relation s'est terminée parce que j'étais toujours au bureau. Crois-moi, je ne suis pas en train de gagner partout dans la vie. Elle avait l'air surprise, comme si elle réalisait pour la première fois que ma vie n'était pas parfaite. Je crois qu'on s'est toutes les deux raconté des histoires sur l'autre. Des histoires fausses, dit-elle pensivement. Exactement. Alors voilà ce que je propose, ai-je dit. Cette maison a 5 chambres. Une est à moi. Une autre pourrait être à toi, si tu acceptes quelques règles. Ses yeux se sont écarquillés. Tu me laisserais utiliser la maison du lac, après ce que j'ai fait? Oui, ai-je confirmé. Mais à quelques conditions. 1. Plus jamais d'humiliation publique ou de mensonges sur mes réussites. 2. On commence à être honnête l'une avec l'autre, vraiment sur l'argent, nos problèmes, tout. Et 3. Tu dis la vérité à la famille à propos de ce que tu as raconté hier. Elle a grimacé à cette dernière condition. Ils vont me prendre pour un monstre. Ils verront que tu as fait une erreur. Et s'ils voient que tu l'assumes, ils te respecteront. Elle y a réfléchi, puis a hoché lentement la tête. Et en échange, je peux vraiment venir ici, dans cette magnifique maison. Plus que ça, ai-je dit. Tu peux avoir une vraie relation de sœur avec moi. Pas une compétition. Une vraie connexion. Et si tu veux, je t'aide à remettre tes finances en ordre. Pas de jugement. Juste un coup de main concret. J'ai pensé qu'elle allait refuser par fierté. Mais à ma grande surprise, ses épaules se sont détendues. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai vu ma vraie sœur, pas un masque. Je veux ça, dit-elle simplement. J'ai tendu ma main. Alors, marché conclu. Elle a ignoré ma main et m'a serré fort dans ses bras. Marché conclu, a-t-elle murmuré contre mon épaule. Puis je lui ai tendu les clés. Vas-y, fais un tour. Je vais préparer plus de café. Pendant que Nathalie faisait le tour de la maison, émerveillée par chaque détail qu'elle avait rêvé pendant des années, j'ai passé un coup de fil à mes parents. Il était temps que toute la famille entende la vérité. Et qu'on leur parle ensemble. 2 semaines après la fameuse réunion de famille, nous avons organisé une nouvelle rencontre, cette fois à la Maison du Lac. L'invitation avait été envoyée à toute la famille élargie. Et elle était signée par nous deux, Morgan et Nathalie Reynolds. La grande pièce principale était remplie de membres de la famille. Beaucoup encore confus sur ce qui se passait exactement. Mes parents sont arrivés les premiers. Les yeux de maman se sont écarquillés en découvrant la maison. Morgan, c'est incroyable, murmura-t-elle en marchant jusqu'à la grande baille vitrée qui donnait sur le lac. Mais je ne comprends pas. Tu as acheté ça quand? Le matin après la réunion, ai-je répondu en la prenant dans mes bras. Mais j'étais déjà en négociation depuis plusieurs semaines. Papa regardait les meubles intégrés, admiratif. C'est pas vraiment ce qu'on attend d'une personne en banqueroute, dit-il avec un petit sourire ironique. À propos de ça, ai-je commencé? Mais j'ai été interrompu par l'arrivée de Nathalie. Elle portait un plateau d'amuse-gueule qu'elle avait préparé elle-même. Ce qui surprenait tout le monde, sachant qu'elle détestait cuisiner. Elle était habillée autrement ce jour-là, toujours avec style. Mais bien moins tapac sans grave-l'œil que d'habitude. Pas de lunettes de soleil de luxe, pas de bijoux trop voyants. Au fur et à mesure que les gens arrivaient, la curiosité remplissait la maison. Oncle Robert m'a regardé à travers la pièce et m'a fait un signe de tête d'encouragement. Emma est arrivée avec une bouteille de champagne et a murmuré. Je sens qu'on va assister à un grand moment en me l'attendant. Quand tout le monde fut installé, Nathalie a tapé son verre pour demander l'attention. Le silence s'est installé. Beaucoup attendaient sûrement un nouveau drame. Elle a semblé un peu nerveuse, puis elle a redressé les épaules. Merci à tous d'être venus, a-t-elle commencé. Je vous ai demandé de venir aujourd'hui parce que je dois une excuse. À vous tous, et surtout à Morgan. Le choc dans la pièce était palpable. Nathalie Reynolds ne s'excusait jamais. Lors de la dernière réunion de famille, je vous ai dit que Morgan avait fait faillite. C'était faux. Sa voix tremblait un peu, mais elle continua. J'avais trouvé des documents de précaution préparés par son avocat. Pendant une restructuration de son entreprise. J'ai tiré des conclusions trop vite. Et j'ai choisi d'annoncer tout ça en public sans lui en parler avant. Notre mère a poussé un petit cri de surprise.
Tante Patricia a chuchoté quelque chose à l'oreille de tonton Georges. Mais Nathalie n'avait pas terminé. La vérité, c'est que l'entreprise de Morgane a juste eu un contretemps, qu'elle gérait déjà avec succès. Elle n'a jamais été en faillite. Et en fait, dit-elle en montrant autour d'elle, elle a acheté cette maison au bord du lac le lendemain. Des murmures de surprise ont parcouru la pièce. Je pense que beaucoup d'entre vous savent que c'était la maison de mes rêves. Celle dont je parlais depuis des années, dit Nathalie. Et quand Morgane l'a achetée, j'ai ressenti de la colère et de la jalousie. Mais ça m'a obligé à ouvrir les yeux. La compétition entre nous deux, c'est moi qui l'ai entretenue. Et ça doit s'arrêter. Je me suis avancé et je me suis placé à ses côtés. Un front uni. Peut-être pour la première fois de notre vie d'adulte. On voulait vous inviter ici aujourd'hui, ai-je ajouté, pour mettre les choses au clair et repartir sur de bonnes bases. Cette maison n'est pas un trophée, ni une vengeance. C'est un endroit pour rassembler la famille. Nathalie a hoché la tête. Morgane a même proposé de me laisser l'utiliser aussi, malgré ce que j'ai fait. C'est le genre de sœur qu'elle a toujours été. Et c'est le genre de sœur que je veux devenir. Sa sincérité a touché quelque chose en moi. Ce n'était pas la Nathalie qui joue un rôle. C'était ma vraie sœur. Gênée. Humaine. Vraie. Papa a été le premier à réagir. Il a raclé sa gorge, ému. Je crois que je parle au nom de tout le monde quand je dis qu'on est fiers de vous deux. Ce genre d'honnêteté, ça demande du courage. La tension dans la pièce s'est doucement relâchée. Les membres de la famille sont venus nous parler. Certains pour nous soutenir, d'autres pour avouer timidement qu'ils avaient cru trop vite l'histoire de la faillite. Oncle Robert nous a pris chacune dans ses bras. Il a murmuré dans mon oreille. Il était temps. Dans les mois qui ont suivi, tout n'a pas changé du jour au lendemain. Les vieilles habitudes revenaient parfois. Nathalie retombait parfois dans la comparaison et la compétition. Et moi, parfois, je me refermais au lieu de lui parler franchement. Mais les bases avaient changé. Avec mon aide, Nathalie a établi son premier vrai budget. Et elle a commencé à s'occuper de ses dettes. Elle a trouvé un poste en gestion des ventes dans un magasin de vêtements. Un job qui utilisait bien ses talents pour la communication et sa connaissance de la mode. Elle aimait toujours les belles choses. Mais elle a commencé à comprendre la différence entre qualité et m'as-tu vu. De mon côté, mon entreprise n'a pas seulement survécu, elle a prospéré. Les nouvelles relations avec des fournisseurs, la stratégie marketing développée pendant la crise. Tout ça a mieux marché que l'ancienne méthode. On a eu notre trimestre le plus rentable de tous les temps. La Maison du Lac est devenue exactement ce que j'espérais. Un refuge pour guérir les blessures familiales. Mes parents y ont célébré leur 40e anniversaire de mariage. Les cousins y ont emmené leurs enfants pour des week-ends d'été. Nathalie et moi, on a mis en place une tradition de week-end entre sœurs, où on a peu à peu reconstruit notre relation, discussion après discussion. Un soir, pendant l'un de ces week-ends, on était assises toutes les deux sur le quai, à regarder le coucher du soleil. Nathalie s'est tournée vers moi et a dit « Tu sais, tu aurais pu utiliser cette maison pour me punir. Tu en avais parfaitement le droit, après ce que j'ai fait. » J'ai réfléchi un instant, en trempant mes orteils dans l'eau fraîche du lac. Ce n'était pas le but. Oui, j'étais en colère quand j'ai fait l'offre. Mais au fond, je crois que je voulais casser ce schéma dans lequel on était coincé depuis toujours. Eh bien, ça a marché, a-t-elle dit avec un petit rire. Rien de tel pour éclater une bulle d'ego qu'une sœur en faillite qui achète ta maison de rêve. J'ai souri aussi. Tu sais ce qui est drôle? Je pensais que cette maison comptait parce qu'elle était belle, chère, prestigieuse. Mais en réalité, ce qui la rend précieuse, c'est que c'est là qu'on a enfin commencé à être honnête. Nathalie a hoché la tête, pensive. Depuis que tu m'as dit qu'on ne doit pas mesurer sa valeur en se comparant aux autres, je n'arrête pas d'y penser. Moi, je l'ai fait toute ma vie. Pas juste avec toi, avec tout le monde. Et c'est épuisant. Et au fond, ça ne mène à rien. Je suis d'accord, ai-je dit calmement. La comparaison constante, ça ne rend jamais heureux. Je commence à le comprendre, dit-elle tout bas. Pendant que le soleil disparaissait lentement derrière les arbres, faisant briller l'eau du lac d'une lumière dorée, j'ai réalisé que cette maison m'avait apporté bien plus que de la valeur immobilière. Elle m'avait rendu ma sœur. Et elle m'avait appris que parfois, la réponse la plus puissante à la douleur, ce n'est ni la vengeance, ni même le pardon. C'est de créer une vraie transformation. Ce moment de honte publique, prévu pour me casser, est devenu le déclencheur de la guérison de la plus vieille blessure de notre famille. En essayant de me rabaisser,
Nathalie nous avait en réalité ouvertes toutes les deux à quelque chose de meilleur. Pas juste le succès, mais l'authenticité et la reconnexion. Ce soir-là, alors que toute la famille était autour du feu de camp, à rire, chanter et raconter des histoires, j'ai regardé tous ces visages illuminés par les flammes. Le chemin entre douleur et guérison n'avait pas été simple, ni rapide. Mais maintenant que j'étais de l'autre côté, je ne changerai rien. Et toi? Est-ce que tu as déjà connu une rivalité familiale? Est-ce qu'il t'est arrivé de vivre un moment décisif, qui a transformé une relation difficile en quelque chose de vrai? Partage ton histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si ce récit de sororité et de réconciliation t'a touché, clique sur « J'aime » et abonne-toi pour plus d'histoires comme celle-ci. Merci d'avoir lu. Et rappelle-toi, parfois, le chemin vers la guérison commence exactement au moment où on pensait qu'on allait s'effondrer.